Votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour, Général Christophe Gomard. Bonjour, Laurence. Numéro 3 sur la liste donc, des Républicains aux Européennes. L'actualité, c'est ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Un député de la France Insoumise a brandi un drapeau palestinien en plein hémicycle. La séance a été suspendue. Et puis une altercation a éclaté entre le député de la France Insoumise, David Guiraud, et le député Meyer Habib, que vous connaissez bien, qui a été traité de porc à plusieurs reprises. Un qualificatif antisémite. Comment qualifiez-vous ces agissements ? De scandaleux, tout simplement, parce que on a dans l'Assemblée nationale française le seul drapeau qui est reconnu, c'est le drapeau français, et certains cherchent de manière électoraliste à prendre un conflit qui est loin de la France et le rapporter en France, le ramener en France. Et on voit ça derrière, c'est scandaleux parce que c'est purement électoraliste. On voit bien que derrière ils cherchent du vote, ils cherchent des électeurs en défendant des Palestiniens. Qu'on défend des Palestiniens, je l'entends parfaitement. C'est une population qui est sous les bombes israéliennes, mais qui sert de bouclier humain à un groupement terroriste qui s'appelle le Hamas. Donc oui, c'est scandaleux de vouloir importer en France, sur notre territoire, un conflit qui n'est pas le nôtre. Maintenant qu'on participe et qu'on donne son avis, qu'on a une stratégie diplomatique, bien évidemment qu'il faut avoir ça. Mais c'est pas de cette manière-là. Et traiter par un député français, un autre député français de confession juive de porc, je suis désolé, mais c'est purement un acte totalement antisémite. Est-ce que l'institution de l'Assemblée nationale n'est pas fragilisée ? Et au fond, est-ce que ce n'est pas la stratégie de la France insoumise ? Bien sûr, parce que quand vous regardez tous les événements ou incidents qu'il y a eu depuis 1958 jusqu'à 2022 ou jusqu'à presque aujourd'hui, il y en a plus dans ce mandat depuis 2 ans. Il y a eu, je crois, 140 incidents ou interruption de séance que pendant les dizaines d'années qui ont précédé. Donc on voit bien derrière que la France insoumise cherche à perturber. Il y a une vraie volonté révolutionnaire chez eux de renverser la table et ils sont prêts à tout, prêts à rebondir sur n'importe quel événement. Général Christophe Gomard, les frappes, vous l'avez évoqué, se poursuivent à Rafah, en dépit des condamnations internationales. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier. Est-ce que les opérations doivent cesser ? À votre avis, hier en Allemagne, Emmanuel Macron a de nouveau appelé à ce que ces opérations militaires cessent. Elles ne cesseront pas, pour une bonne raison. C'est que tant que les otages n'auront pas été libérés, tant que le Hamas ne dira pas « je libère les otages », je rappelle quand même que ce conflit, cette guerre a commencé le 7 octobre 2023, quand le Hamas a attaqué, a assassiné, violé, violenté et enlevé plus de 1000 personnes, plus de 1000 Israéliens qui vivaient en paix. Et tout a commencé là. Et certains voudraient nous le faire oublier. Mais ça a bien commencé le 7 octobre par un groupement terroriste qui a assassiné, violé, violenté, enlevé des bébés, des femmes, et qui a continué à les tuer même alors qu'ils étaient enlevés. Donc on voit bien derrière que tant que le Hamas fera pas le premier pas en disant « je rends les otages », il n'y a pas de paix possible. Et pour Israël, j'allais dire, tant qu'ils n'ont pas récupéré les otages, ça ne s'arrêtera pas malheureusement pour la population palestinienne, qui reste un bouclier humain mis en place par le Hamas, qui ne cherche pas du tout à protéger cette population. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le chef politique du Hamas en disant, mais quelques jours après 7 octobre, mais en fait, c'est l'occasion pour nous, tant pis si on a des morts chez nous, c'est l'occasion pour nous de montrer et de soulever le monde arabe à notre profit. Derrière, mettant à mal les accords d'Abraham, parce qu'en fait, derrière, c'était ça. On semblait aller vers une paix avec l'Arabie Saoudite, avec les pays arabes, qui étaient prêts à reconnaître Israël en tant qu'État. Et finalement, le Hamas a détruit tout ça volontairement en se servant de cette population palestinienne. Une dernière question à ce sujet, à propos de la reconnaissance de l'État de Palestine, qui a été faite par l'Espagne, la Norvège, l'Irlande. Emmanuel Macron s'est dit pour une reconnaissance, mais à un moment utile, pas sous le coup de l'émotion. Le camp macroniste est divisé, puisque le numéro 2 de la liste macroniste, Bernard Guetta, lui, s'est dit favorable à la reconnaissance de l'État palestinien. Qu'est-ce que ça amènerait de plus ? Ça n'amènerait rien de plus aujourd'hui, c'est bien évident. Je crois que depuis le début, tout le monde est d'accord, en tous les cas, les pays occidentaux sont d'accord pour dire que oui, une reconnaissance de l'État palestinien, le jour où, j'allais dire, les Palestiniens arrêtent d'apprendre qu'il faut détruire Israël pour exister. Il faut commencer par là, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans une période de paix, on ne peut pas relancer des négociations. Ces négociations doivent être relancées dès lors que les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël. Et dès lors, et on voit bien derrière que, effectivement, les accords d'Abraham et la discussion qui avait lieu avec l'Arabie Saoudite étaient un début d'une reconnaissance possible dans l'avenir d'un État palestinien. Mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour le faire. Autre guerre qui se déroule cette fois aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine. Vous avez appelé lors d'un meeting à continuer à soutenir l'Ukraine avec moins de mots, mais plus de munitions. La France et l'Europe ne font pas assez pour vous ? La France, je crois qu'on est classé 12e au rang des pays donateurs. Emmanuel Macron est sans doute celui qui parle le plus, qui parle de troupes au sol, qui dit il faut mutualiser notre dissuasion nucléaire,
qui dit il faut aller frapper directement en Russie. Donc on voit bien, il y a beaucoup de paroles, mais derrière, il y a peu d'actes. Peu d'actes. Quand on regarde, la France, aujourd'hui, n'a plus de capacité de production. La défense française, j'allais dire, est à l'os, ou presque. On a l'une des armées les plus opérationnelles, et on ne peut que saluer les soldats, les officiers qui forment cette armée, mais on n'a pas de stock. Mais ceci explique cela. C'est cela, mais c'est pas pour autant qu'on a augmenté la capacité de production. Il y a un seul fabricant de cordes d'obus en France. C'est à Tarbes, ça s'appelle les Forges de Tarbes. La poudre, on l'importe encore d'Australie. Alors on va la fabriquer à Bergerac bientôt. Mais on voit bien derrière que la capacité de production française a disparu. Quand on parle de réindustrialisation, oui, il est temps et nécessaire si on veut garder notre souveraineté. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des soldats français présents en Ukraine, même de manière discrète, il est question que les soldats français aient formé des soldats ukrainiens? Alors, vous savez que dès 2014, moi-même, j'étais à l'époque en charge du renseignement militaire. On avait mis en place des observateurs, en effet. Donc, dans tout conflit ou toute crise, il ne faut pas se leurrer. Il y a forcément des gens qui font du renseignement, il y a forcément des conseillers, et pour apporter du renseignement, il faut sans doute des gens qui soient en mesure d'être reliés avec leurs camarades qui restent sur le territoire national. Donc c'est sans doute, ça n'est pas annoncé, ça n'est pas officiel, et c'est bien comme ça. Et ça serait la ligne rouge que ne supporterait pas Vladimir Poutine, qui se montre de plus en plus menaçant, qui dit attention en Europe, en particulier dans les petits pays, ils doivent réfléchir avec ce à quoi ils jouent. Et vous savez que quand Vladimir Poutine annonce qu'il a tué des mercenaires français, en fait derrière c'est simplement un signal en disant attention les Français, on sait que vous avez sans doute quelques hommes présents sur le sol, attention parce que demain ils pourraient devenir la cible. Vous voyez, donc en fait c'est des menaces, c'est un dialogue, j'allais dire, qui est au-dessus, mais en fait la réalité c'est comme l'iceberg, ça se passe en dessous du niveau de la surface de la mer. D'accord, et il faut faire attention à ce que l'on fait, il faut consolider le couple franco-allemand, a dit Emmanuel Macron au terme de sa visite de 3 jours en Allemagne. Avec Olaf Scholz, ils vont retrouver le président Zelensky qui est invité pour les cérémonies du débarquement, c'est normal? Que le président Zelensky soit invité, oui, parce que l'Ukraine a participé aussi à la lutte contre le nazisme. Alors, ils arrivaient de l'Est, alors que les Américains sont arrivés de l'Ouest, mais qui participent effectivement à la fête du débarquement, ça me paraît logique. C'est un pays européen qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est un parti qui est... Vous souhaitez qu'il entre dans l'Union européenne? Non, je ne le souhaite pas aujourd'hui. En tous les cas, il n'est pas prêt. Que ça soit un État, qu'il ait un statut d'État associé, ça me paraît effectivement une étape importante. Ça n'est pas encore le cas, mais je pense que c'est ce vers quoi il faut aller en effet. La question de la défense européenne revient régulièrement dans cette campagne. Est-ce que c'est une chimère à votre avis? Alors oui, aujourd'hui c'est une chimère. Le 24 février 2022, l'Europe s'est rendu compte effectivement que la fin de l'histoire dont on lui a parlé, c'était une erreur. C'est-à-dire la fin de l'histoire n'existe pas. On a redécouvert qu'il y avait la guerre à nos portes. Et donc, pour moi, c'est pas une chimère. Il faut, en effet, que les Européens se disent entre eux, mais comment fait-on demain quand les Américains se retireront de tout engagement au profit des pays européens? Ce qui peut arriver pour vous? Les Américains peuvent dire stop, on se retire. Oui, souvenons-nous de Barack Obama en 2013 qui avait refusé d'aller bombarder la Syrie. C'est déjà un début de retrait ou de désengagement. Et qui est arrivé à ce moment-là? Les Russes sont arrivés et ont pris la place, j'allais dire, en Méditerranée orientale des États-Unis d'Amérique. Donc on voit bien derrière que ce désengagement est possible. L'isolationnisme américain a toujours existé et il n'est pas impossible que demain, ils reproduisent un véritable isolationnisme. Auquel cas, les Européens doivent s'entendre entre eux pour monter une vraie structure de défense. Une structure européenne, un pilier européen de la défense au sein de l'OTAN. Un état-major européen, c'est ce que vous appelez de vos voeux? Il existe déjà, il s'appelle l'état-major de l'Union européenne. Il est sans doute nécessaire de le renforcer, de lui donner des véritables capacités de commandement, et effectivement avec un système de nations cadres tournantes qui pourrait en effet commander des opérations ou conduire des opérations dans lesquelles des nations européennes seraient engagées. Mais sans partage de notre dissuasion nucléaire, on est d'accord? On ne peut pas admettre que 27 chefs d'État se réunissent pour décider si on appuie sur le bouton. On y serait encore dans 20 ans. Non, la dissuasion nucléaire française est française, elle doit rester française. C'est pas pour autant que dans les considérations, effectivement, ça ne sert pas, effectivement, ça sert à l'Europe, en réalité, cette dissuasion nucléaire française. Un mot des européennes. Vous êtes plongé dans le bain de la politique depuis quelques semaines. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, ce qui vous surprend ou pas. Dans les sondages, François-Xavier Bellamy est aux alentours des 8% des intentions de vote. Il a réussi à capter l'attention des électeurs, mais il est très très loin du Rassemblement national et même de la liste de Valérie Ayé. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Comment vous l'aidez à votre niveau?
Moi, je l'aide en allant sur le terrain. Je suis beaucoup dans différentes villes françaises, dans les provinces françaises, dans les départements français. Je suis assez sidéré de l'engagement des jeunes, de ces fédérations des Républicains qui sont installés partout. Et je crois que le véritable actif des Républicains, effectivement, c'est ce tissu territorial des élus, des maires, qui œuvrent sur le terrain au quotidien. C'est ça la vraie force des Républicains. Et alors qu'on voudrait nous amener à une confrontation de deuxième tour, un futur premier tour de la présidentielle de 2027, on voit bien derrière qu'en fait aujourd'hui il y a une vraie réalité de terrain, il y a les Républicains sont très présents. De mon point de vue, c'est la seule droite qui demain peut compter au Parlement européen. Beaucoup de gens ignorent la façon dont ça se passe au Parlement européen. On voudrait nous amener à une espèce de référendum pour ou contre Macron. Mais c'est pas ça qui joue le 9 juin. Ce qui joue le 9 juin, c'est le poids de la France au sein de ce Parlement européen. Parce que s'il y a pas beaucoup de parlementaires issus des Républicains au sein de ce Parlement européen, la France aura peu de poids. Parce que les deux groupes politiques qui comptent au sein de ce Parlement européen, c'est le groupe Parti populaire européen et c'est le groupe des sociaux-démocrates. Ce sont les deux groupes qui comptent. Et demain, ça viendra, beaucoup de commissaires seront issus de ce Parti populaire européen. Donc oui, il faut aller voter en effet pour le Parti populaire européen et donc pour les Républicains à la liste de François-Xavier Bellamy. Général Christophe Gomart, on est sur CNews et sur Europe 1. En réalité, la campagne, on l'a bien vu, elle est organisée en France autour de deux pôles. Le pôle macroniste et le pôle du Rassemblement national. Débat Attal-Bardella, proposition de débat du président Macron face à Marine Le Pen. Comment survivre au milieu de tout ça pour vous, les Républicains ? Bon, on survit parce que grâce aux médias qui nous font permettre de passer, nous exprimer de manière publique, d'une part, et puis par notre action sur le terrain. Je crois beaucoup, effectivement, le fait d'aller rencontrer les Français et les Françaises, d'aller leur parler, de leur dire la réalité des choses, et non pas ce que certains voudraient nous laisser croire, c'est que voter Rassemblement national, c'est voter contre Macron. Non, voter contre Macron, moi aussi je suis contre Macron, je suis, pour ça j'ai rejoint les Républicains, qui est le seul parti de droite qui peut faire bouger les lignes au niveau du Parlement européen. Et je crois que c'est ça qui est important, que les Français comprennent. Si on veut faire bouger les lignes, c'est au niveau du Parlement européen, et c'est effectivement en faisant partie du Parti populaire européen. Les Français réclament de l'autorité, de la fermeté en de nombreux domaines, notamment en matière d'immigration. Selon les informations d'Europe 1, la pression migratoire n'a jamais été aussi forte. Plus de 72 000 migrants sont entrés illégalement dans l'Union européenne, rien que depuis le début de l'année. Est-ce que vous êtes pour une politique de fermeté vis-à-vis de cela ? Et que pensez-vous de la décision du Conseil constitutionnel que j'évoquais, qui a rendu une décision permettant aux clandestins désormais de bénéficier de l'aide juridictionnelle qui, jusqu'à présent, était réservée aux clandestins qui étaient sur notre sol de façon régulière ? C'est un appel d'air supplémentaire. On voit bien que ce Conseil constitutionnel est carrément à gauche. L'immigration, c'est un vrai sujet pour tous les pays européens et c'est effectivement c'est quelque chose qui doit se traiter au niveau de l'Union européenne. J'étais directeur du renseignement militaire et j'ai suivi, à l'époque, on suivait les groupes armés djihadistes et on a bien vu que ces groupes armés djihadistes, en fait, faisaient du trafic d'êtres humains. Et ensuite, grâce à la complicité d'un certain nombre d'ONG, effectivement, amenaient tous ces gens sur les frontières et les côtes européennes. Et se glissaient parmi les migrants aussi. Et se glissaient parmi les migrants. Vous savez que les droits de la mer dit que les naufragés, on doit les amener dans le port le plus sûr, enfin le port sûr le plus proche. Ce port sûr le plus proche, il est sur les côtes du nord africaines. Il n'est pas sur les côtes européennes. Ça, c'est d'une part. Mais je pense qu'on peut mettre, en étant ferme, en mettant que l'Union européenne mette la pression sur l'Union africaine. Il n'y a pas de raison que l'Union européenne donne des fonds, des aides financières à l'Union africaine et que l'Union africaine ne fasse rien pour empêcher ces migrants, pour les empêcher de partir d'Afrique. Parce que tous ces migrants qui partent, en fait, c'est toute une partie de richesse de la population africaine qui quitte et qui demain ne sera pas là pour aider à construire leur pays, pour aider à les renforcer, pour aider à les développer économiquement. Donc de mon point de vue, il faut une fermeté vis-à-vis de l'Union européenne, il faut renforcer nos frontières, en effet les frontières européennes en triplant le budget de Frontex. Je rappelle que le Rassemblement national a voté tout contre les augmentations du budget de Frontex. Et c'est pourtant qui pourrait être comme numéro 3, Fabrice Leggeri, qui a été le directeur de Frontex. Donc on voit bien qu'il y a une totale incohérence. Donc oui, il est nécessaire de renforcer Frontex, il est nécessaire de renforcer nos propres frontières et d'arrêter. Vous savez que j'ai été visité à Menton avec Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy et Nadine Morano, j'ai été visiter le poste frontière de Menton. Les policiers passent plus de temps à remplir des dossiers administratifs qu'à faire leur vrai métier. Donc oui, il y a trop de normes, trop d'administration. Il faut simplifier la vie des acteurs, de ceux qui font, de façon à leur permettre de faire, en effet. Une dernière question, Général Gomart. Les enjeux stratégiques de l'Europe, est-ce qu'on ne se tourne pas un peu trop vers l'Asie, la concurrence avec la Chine ? Est-ce qu'il ne faut pas réinvestir la Méditerranée, le continent africain que nous connaissons bien et qui est très proche ? Il y a eu une initiative qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy qui était autour de la mer Méditerranée, qui est notre mer, comme disaient les latins Mare Nostrum.
Je pense qu'il est essentiel. En effet, cette mer, c'est chez nous. On voit bien que tous les pays d'Europe du Sud sont directement impliqués et intéressés par cette mer Méditerranée. Donc je pense que oui, il est nécessaire en effet d'avoir un dialogue autour de ces pays du bassin méditerranéen, mais vis-à-vis de la Chine, il faut en effet renforcer nos frontières et nos barrières douanières pour empêcher effectivement cette invasion d'un certain nombre de produits chinois. Vous savez ce qu'on dit? On dit que les États-Unis inventent, que la Chine copie et produit, et que l'Europe réglemente. Donc moins de réglementation, plus de production et plus de liberté pour faire. Merci beaucoup, Général Christophe Gomard. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1.